Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première, maths spécialité sur le chapitre du polynôme du second degré. Et plus précisément, on va voir ensemble une équation du second degré avec paramètres. Allez, c'est parti! Les équations à paramètres, c'est un niveau un peu plus au-dessus que les équations, je dirais, sans paramètres. Mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et pourquoi on s'intéresse aux équations à paramètres? Eh bien parce que c'est ce que les profs adorent vous mettre dans un DS qui récapitule un peu tout le chapitre du polynôme du second degré. Il va y avoir ce type d'exercice dans, allez, 75% des cas. Les profs adorent ce truc-là, ça met un petit peu une difficulté supplémentaire. On va voir si vous êtes vraiment à l'aise avec les polynômes du second degré. Et comme vous allez le voir, c'est pas si compliqué que ça. Soit m un réel. Et donc ce fameux m, ce sera le paramètre. On cherche à déterminer le nombre de solutions réelles de l'équation E, 4mx carré moins 4 facteur de m plus 2x plus 2m plus 1 égale 0. Alors première question, à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, émettre une conjecture quant au nombre de solutions de l'équation E en fonction des valeurs de m. Alors déjà on va se recopier l'équation E. Alors, quand on vous parle d'un logiciel de géométrie dynamique, typiquement, ce qu'on utilise, GeoGebra. Et donc, ensemble, on va passer sur GeoGebra et je vais te montrer comment ça se passe. Et je vais en profiter pour le faire devant toi, comme ça, tu verras comment ça se passe au niveau de GeoGebra. Bon, tu vas voir, GeoGebra, la plupart des élèves sont un peu réticents à ce logiciel, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Alors déjà, dans notre équation, on a un paramètre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà définir un curseur. On va définir un curseur pour notre paramètre. Donc dans l'exercice, le paramètre s'appelle m. C'est un nombre. Et alors a priori, on ne sait pas quelle valeur il va prendre. Donc on va viser large, on va dire de moins 20 à 20. Très bien. Le curseur, oui, on va le mettre horizontal. C'est bien. D'accord. Alors comme c'est un peu tristouné, on va lui mettre un petit peu de couleur. On va le mettre par exemple un bleu un peu flashy. Et puis, alors comme il va de moins 20 à plus 20, c'est quand même beaucoup de valeurs possibles. Donc là, dès qu'on bouge un peu, ça change énormément de valeurs. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici la largeur. Au lieu de 200 pixels, allez, on va se mettre 600 pixels. On va viser un peu large, mais comme ça, au moins, quand on bouge un petit peu, ça bouge un petit peu la valeur de m. Ok, très bien. Alors ensuite, on a notre équation. Alors comment ça va se passer? En fait, équation du style polynôme second degré égale 0. Donc en fait, on va définir une fonction, et cette fonction, en fait, on va la tracer dans le repère. Donc on définit une fonction qui correspond aux membres de gauche de notre équation. Donc là, je tape l'équation au clavier et tu vois dans le graphique, au fur et à mesure, la courbe est là et elle se met à jour. Donc là, on a notre courbe CF. Alors on voit que quand on bouge le curseur, la courbe change évidemment, puisque à l'intérieur de la courbe, il y a le paramètre M. Parfait. Alors la courbe est un peu triste aussi. On va la mettre en couleur. Allez, on va la mettre en rouge. Très bien. Et comme tu le sais, quand on a une équation de fonction comme ça, résoudre l'équation f de x égale 0, ça revient à trouver les points d'intersection avec l'axe des x. Alors ici on n'est pas obligé, mais on va définir quand même l'intersection entre la droite et l'axe des x. Donc on sélectionne l'axe des x et la courbe et l'axe des x, pardon. Voilà, donc là on a les deux points A et B qui sont à l'intersection de notre courbe et de l'axe des x. Donc là par exemple, dans ce cas ici, qui est dessiné à l'écran, on voit qu'il y a deux solutions à notre équation, puisqu'il y a deux points d'intersection entre la courbe qui représente le membre de gauche de notre équation et l'axe des x. Et on voit que si on bouge le curseur, la courbe évolue, comme on l'a dit tout à l'heure, et le nombre de points d'intersection évolue aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand on arrive dans du négatif, il n'y a pas de point d'intersection, donc pas de solution à notre équation. Ici, on se rend compte que quand m égale moins 1, alors le logiciel montre deux solutions, mais en vérité, il n'y en a qu'une, puisqu'on voit que les points A et B sont confondus. Et pour en être sûr, on regarde les coordonnées, et on voit que c'est les mêmes coordonnées, donc une seule solution quand m égale moins 1. Ensuite, on continue à faire évoluer m, donc on voit que quand m est strictement supérieur à moins 1, il y a deux solutions. Et ça semble continuer jusqu'à ce que m égale 4. Donc apparemment, quand m est strictement compris entre moins 1 et 4, on a deux solutions. Quand m égale 4, on en a à nouveau une seule. Et quand m est strictement supérieur à 4, on n'a plus de solution. Et alors je dis apparemment parce que, regardez bien ce qui se passe quand m varie de moins 1 à 4. Pour le voir plus précisément, on va un petit peu modifier les propriétés. On va dire, ok, la valeur minimale, on va dire moins 1. Et la valeur maximale, on va dire 4. Comme ça, on pourra bien voir ce qui se passe. Et je vous encourage à regarder ici, parce qu'ici, GeoGebra fait les calculs et nous montre les points d'intersection, donc le nombre de solutions. Si deux points sont définis, il y a deux solutions. Donc là, pour moins 1, on voit que les deux points sont définis, sauf que leurs coordonnées sont identiques, donc en fait, c'est une seule solution. Pour m égale 4, c'est la même chose, une seule solution. Entre les deux, apparemment, il y a deux solutions, mais on va bouger lentement, voir ce qui se passe. Donc là, on voit bien qu'il y a deux solutions. Deux solutions, oui, pas de problème. Ah! Et là, on voit que pour m égale 0, c'est un peu un cas particulier. On voit que là, une seule solution est définie, puisqu'il n'y a pas de point A. Donc en fait, et alors ça, il faut se méfier parce qu'on a vite fait de passer à côté sans le voir. En fait, quand m égale 0, il y a une seule solution. Donc je récapitule, m strictement inférieur à moins 1, pas de solution. M égale moins 1, une seule solution. M strictement compris entre moins 1 et 0, deux solutions. M égale 0, une solution. M strictement compris entre 0 et 4, deux solutions. M égale 4, une solution. M strictement supérieur à 4, pas de solution. On va écrire tout ça sur notre copie. Et alors, comme il y a quand même pas mal de trucs à écrire, on va l'écrire un peu de façon simplifiée. Très bien. On peut passer à la question 2A. Résoudre E pour m égale 0. Donc ici, on a m égale 0. Et donc la première chose à faire, c'est de réécrire E en remplaçant m par 0. Et donc après avoir réduit l'équation pour m égale 0, on obtient moins 8x plus 1 égale 0. Et donc on trouve x égale 1 huitième. Donc l'ensemble des solutions S, singleton 1 huitième. Très bien, alors ça peut être intéressant de retourner dans GeoGebra, voir si on obtient la même valeur. Donc dans GeoGebra, qu'est-ce qu'on voit? Donc là on a bien m égale 0. Et on voit donc, bon le premier point d'intersection n'existe pas, et le deuxième a une abscisse qui vaut 0,13. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que GeoGebra fait des arrondis. Si vous prenez votre calculatrice et que vous calculez 1 huitième, vous obtenez 0,125. Et donc, ça correspond bien à un arrondi qui ferait 0,13. Alors pour en être sûr, on peut aller dans les paramètres et donner un maximum de chiffres. Et vous voyez que c'est bien le 0,125 qu'on a obtenu à la calculatrice. On peut passer à la question 2b. Soit m différent de 0, exprimer le discriminant de l'équation E en fonction de m. Et on nous a demandé d'exprimer le discriminant. Alors le discriminant, vous connaissez la formule. B carré moins 4AC. Alors que vaut B? Donc B c'est le coefficient de x. Donc ici B c'est moins 4 facteur de m plus 2. Que vaut A? Eh bien A c'est le coefficient de x carré, donc ici A vaut 4m.
Et que vaut C? Eh bien C, c'est le coefficient sans x. Donc ici, c'est 2m plus 1. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est de bien identifier chaque coefficient. Tu dois bien identifier, bien trouver chaque coefficient. Et ici, l'énoncé a bien dit exprimer le discriminant en fonction de m. Pourquoi? Parce qu'on a des m partout dans les coefficients. Et donc, quand on va exprimer le discriminant, on aura du m qui va traîner partout. C'est parti. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer entièrement ce discriminant. On y va petit à petit. Voilà, 16m fois 2m, 16 fois 2, 32. M fois m, m carré. Et puis 16m fois 1, 16m. Alors le moins ici, je l'ai laissé devant la parenthèse, donc il ne rentre pas ici quand je développe. Donc, on continue de développer. On n'oublie pas, ce moins devant la parenthèse va changer le signe de 32m carré, donc moins 32m carré, et également de 16m, donc moins 16m. Et donc maintenant on réduit. Alors c'est pas obligatoire, mais ça va vachement te simplifier les calculs si tu te rends compte que ici en fait tu peux mettre 16 en facteur. Et ça va vachement simplifier les calculs puisque on va avoir ici des coefficients plus simples. Donc ça c'est la question 2b. Mais ce n'est pas fini, puisque dans la question 2b, vous avez également demandé étudier son signe et répondre alors au problème posé. Donc on doit maintenant étudier le signe du discriminant. Et en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que delta lui-même, c'est un polynôme du second degré en m. Et donc on doit faire à nouveau un discriminant, le discriminant de ce polynôme. Comme on a mis le 16 en facteur, on sait que le signe de delta, ce sera le même signe que ce polynôme. Ça, on va l'écrire. Puisque 16 est strictement positif, delta est du signe de moins m carré plus 3m plus 4. Alors cette technique-là, elle est super utile aussi quand on fait par exemple étude de signe d'une dérivée. Vous verrez plus tard dans l'année le chapitre des dérivées. Donc c'est intéressant parce qu'on a pu mettre le 16 en facteur et maintenant donc on va se baser sur ce polynôme qui est quand même drôlement plus simple que celui-là. Ici, avec, on va avoir des coefficients qui vont être très grands. Ça va être compliqué à manipuler, alors que là, ça va être plus simple. Donc on va écrire « Étudions le signe de ce polynôme ». On a ici affaire à un polynôme du second degré en m. Et donc, on va calculer le discriminant de ce polynôme. Alors on va l'appeler delta prime pour ne pas confondre avec l'autre. Donc b carré, 3 carré, moins 4, a, donc le a c'est moins 1, et c, c'est 4. On fait notre calcul et on obtient delta prime égale 25, qui est strictement positif. Donc notre polynôme en m admet deux racines distinctes qu'on va donc calculer. Donc je rappelle les formules. Moins b moins racine de delta sur 2a et m2 moins b plus racine de delta sur 2a. Donc m1 égale 4, m2 égale moins 1. On va pouvoir dresser le tableau de signes de notre polynôme. Donc ça c'est du cours. Comment on trouve le signe? Donc ici, alors c'est un polynôme en m, donc ici on doit indiquer m. Donc moins l'infini plus l'infini. On a trouvé nos deux racines m1 et m2, moins 1, 4. Donc on les remet bien évidemment dans l'ordre, moins 1 et 4. Et que vous dit votre cours sur le polynôme du second degré? Donc ça, ce sont les racines. Donc ici, le polynôme est nul, bien entendu. Et dans les cas extrêmes, on a signe de a, du coefficient a. Donc ici, le coefficient a, c'est moins 1, donc il est de signe négatif. Donc ici, signe de a, négatif. Et au milieu, signe de moins a, donc positif. Donc ici, on a le signe du polynôme moins m carré plus 3m plus 4. Et je rappelle qu'on a expliqué précédemment que le discriminant de notre équation, delta, est du signe de ce polynôme dont on vient étudier le signe. On va donc écrire notre conclusion, mais avant, on nous avait bien dit dans la question 2b que m était différent de 0. Donc là, il y a une petite subtilité. Bon, si vous l'oubliez en DS, je pense, ça ne vous enlève pas de points.
Mais puisque l'énoncé nous a forcé à avoir m différent de 0, on doit ici rajouter 0 et on doit faire même une double barre. Alors la double barre, c'est ce qu'on utilise pour les valeurs interdites. Ici, 0 n'est pas à proprement parler une valeur interdite pour ce polynôme. En revanche, c'est une valeur qui nous a été interdite par l'énoncé puisqu'on a dit qu'on était dans le cas m différent de 0. Alors évidemment, notre plus, on le recopie des deux côtés de cette double barre. Et donc là, on est prêt pour répondre à la question. Voilà, ceci répond à la question. On a pu déterminer le nombre de solutions en fonction de la valeur de m. Donc dans le 2a, dans la question 2a, on a montré que si m égale 0, une solution. Et si m n'est pas égal à 0, on a ici les différents cas, ce qui correspond bien à la conjecture. Donc ça, on peut le noter. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les exercices vous diront que peut-on dire de la conjecture de la question 1. On va pouvoir passer à la question 3, qui est un peu particulière. L'équation E peut-elle admettre deux racines opposées? Donc on entend par là deux solutions de signes opposés. Alors déjà, pour qu'il y ait deux solutions de signes opposés, il faut déjà qu'il y ait deux solutions distinctes. Donc on doit avoir m qui appartient à -1, 0, union 0, 4. Ensuite, comment on va pouvoir déterminer si il peut y avoir des solutions de signes opposés ou pas? Alors il faut se souvenir d'une certaine propriété que vous avez vue dans votre cours. Je vais le rappeler ici. Si ce polynôme admet deux racines, alors la somme des deux racines est égale à -b sur a, et le produit des deux racines est égal à c sur a. Et donc on va utiliser cette propriété, et on va utiliser plus précisément le produit des deux racines. Pourquoi? Parce qu'on nous a demandé, est-ce que c'est possible d'avoir deux racines de signes opposés? Deux racines de signes opposés, ça veut dire leur produit va être négatif, puisqu'il y en a une positive, une négative, peu importe laquelle, mais leur produit va être négatif. Donc on va noter que si les deux racines sont de signes opposés, leur produit est de signe négatif. Ce qui revient à dire que C sur A, c'est-à-dire nous, le coefficient C, comme on l'a dit précédemment, c'est 2m plus 1, le coefficient A, c'est 4m, donc ce qui revient à dire que 2m plus 1 sur 4m est strictement négatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe de cette expression. Et pour cela, on va dresser un tableau de signes. Donc ici, c'est une expression qui dépend de m. Donc on va d'abord étudier le signe de 2m plus 1. Alors 2m plus 1 est strictement négatif. Si et seulement si 2m est strictement supérieur à -1. Si et seulement si m est strictement supérieur à -1 demi. Donc l'expression est positive si m supérieur à -1 demi. Donc de l'autre côté, négatif. Ensuite ici le signe de 4m qui est positif si m est positif. Donc on a la valeur 0 qui va jouer un rôle particulier. Donc ici positif et de l'autre côté négatif. On a rajouté une case, donc ici on recopie le positif. Et donc maintenant, le signe de notre expression. Donc moins par moins, ça fait plus. 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Plus par moins, ça fait moins. Quelque chose divisé par 0, attention, valeur interdite. M n'a pas le droit d'être égal à 0 quand cette expression-là complète est écrite, donc parce qu'il est au dénominateur 4m. Plus par plus, ça fait plus. Donc on peut dire que 2m plus 1 sur 4m strictement négatif correspond à m appartient à -1 demi 0. Donc, récapitulons. Pour qu'il y ait deux solutions, il faut déjà que m appartienne à cet ensemble. Et ensuite, pour que les deux solutions soient de signes opposés, il faut que m appartienne à cet ensemble-là. Donc globalement, pour répondre à la question, il faut que m appartienne à la fois aux deux ensembles, c'est-à-dire à leur intersection. Et donc on doit avoir m qui appartient à -1, 0, union 0, 4, inter
moins 1 demi, 0. Qu'est-ce qui est en commun entre cet ensemble et celui-là? Eh bien, c'est l'intervalle moins 1 demi, 0, puisqu'il est inclus en fait dans cette partie-là. On peut écrire notre phrase de conclusion. Maintenant, on peut aller regarder dans GeoGebra si on retrouve quelque chose de similaire. Donc, si m est compris entre moins 1 demi et 0, on est censé avoir deux racines de signes opposés. Donc là, effectivement, on voit que à moins 0,4, par exemple, on a une racine qui est positive et l'autre qui est négative. À moins 0,5, ça ne fonctionne plus puisque l'une des deux vaut 0. Donc ici, on a une racine qui vaut 0. Donc elle n'est pas de signe opposé à celle qui est négative. Il en faudrait une négative et une positive. Celle-là vaut 0. C'est bien ce qu'on a dans la réponse qu'on a écrite, puisque on a vu que moins 1 demi était exclu. Et donc on voit bien que tant que m est compris strictement entre moins 1 demi et 0, on a bien deux racines de signes opposés. Ici par exemple, quand m égale moins 0,2, on a cette racine là qui est positive, celle-ci négative. On continue. Moins 0,1, on en a une négative et celle-ci est bien positive, etc. Par contre, quand on arrive à 0, évidemment, on n'a plus qu'une seule racine et donc il n'y en a pas deux, donc c'est impossible que deux racines soient de signes opposés. Voilà, ceci termine cet exercice. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres sources, va checker mon site web en description. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.